vraiment pérenniser pour les années à venir. Et donc, merci Annelise de lancer l'enregistrement. On vous indique que ce webinaire est enregistré puisqu'on a pas mal de participants qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais qui aimeraient avoir le fin mot de l'histoire à l'issue de cette session. Donc, sans plus attendre, je vous annonce un peu le programme. Avant de donner la parole à DataGouv, l'idée, c'est qu'on vous fasse un petit tour d'horizon de l'Open Data University, pourquoi on l'a créé, quels sont un peu les acteurs clés, quels sont les parcours et quelles sont les ressources qui sont mises à votre disposition. Quand je parlais de lancement tout à l'heure, ce n'est pas exactement vrai puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui sont engagées autour de l'Open Data University, notamment déjà des établissements qui ont pris en main les projets Open Data. Et l'idée, c'est comme c'est sur l'ensemble de l'année universitaire, on sait qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui aimeraient faire partie et découvrir un peu plus. Et surtout, il y a des mentors qui sont présents parmi nous qui ont besoin aussi d'en savoir un peu plus sur l'ensemble du parcours. Donc, c'est ce qu'on va faire là dans les minutes qui viennent. Ensuite, DataGouv nous présentera la plateforme. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce tour d'horizon de la plateforme data.gouv.fr, non seulement pour que vous ayez un peu la raison d'être de l'open data, mais aussi pour que, au sein de vos enseignements et pour les mentors, vous sachiez un peu comment guider les étudiants, à la fois dans l'exploration de données, mais aussi dans la découverte des modes de valorisation de leurs projets. Et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez avoir la parole pour à la fois donner vos retours d'expérience sur les premières ressources que vous avez éventuellement utilisées, donner vos idées aussi pour le programme, puisque l'idée, c'est qu'on réponde au mieux aux besoins des enseignements aujourd'hui et demain, et poser évidemment toutes les questions qui vous paraissent importantes à poser. Donc, si vous voulez, vous pouvez les poser sur le chat de manière un petit peu continue et on y répondra au moment du temps contributif, ou les noter à côté. Comme ça, on aura un petit peu de quoi discuter tout à l'heure. Et après, on vous proposera une petite photo de groupe pour célébrer cette première réunion de la communauté. Anis, je te laisse passer. Ouais. Avant de faire le tour d'horizon, vous voulez peut-être rappeler à l'ensemble des participants la raison d'être de Latitude. Donc, Latitude, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans avec 2 constats qui sont partagés par notre communauté. Le premier, c'est que on est convaincu que la tech peut être un levier pour résoudre les défis de transition d'aujourd'hui, notamment parce qu'on passe beaucoup d'heures à travailler et que peut-être que dans le secteur du numérique, on peut s'engager également, notamment pour venir adresser le deuxième constat, qui est que le numérique produit quand même des externalités négatives, à la fois sur des sujets purement environnementaux, mais aussi sur des sujets plus sociétaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes dans le numérique, dans les mathématiques, on parle également des enjeux de santé mentale, et donc on a des choses à résoudre, et c'est important d'engager une communauté autour de ça. Et donc justement, Latitude, c'est un mouvement. Annelise, c'est un mouvement qui veut engager à la fois des organisations, des institutions et des établissements d'enseignement supérieur pour finalement changer le numérique et créer finalement une tech engagée et responsable. Donc, on a pas mal de causes qui sont développées sur notre site et au sein de tous les programmes qu'on engage. Mais on a surtout une communauté avec aujourd'hui plus de 10 000 personnes qui sont engagées par an, dont 7 000 étudiants et étudiantes qui sont engagés dans nos programmes. Et 100 organisations membres. Donc, quand on parle d'organisations membres, ça peut être des entreprises, des organisations publiques et des associations. Et donc, l'un des leviers qu'on a identifié pour changer la tech, c'est de changer les formations qui viennent créer les talents du numérique de demain. Et donc, on travaille avec pas mal d'établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles, pour intégrer la notion justement de tech engagée dans les cursus universitaires, afin de créer des nouvelles compétences et de faire en sorte que les futurs professionnels qui viendront à la fois dans les entreprises de services numériques, dans les institutions publiques, dans les grands groupes, puissent maîtriser des compétences numériques, mais aussi maîtriser des notions d'éthique, de sobriété, d'accessibilité, d'engagement, de citoyenneté autour du numérique. Et donc, justement, l'Open Data University, on y vient, c'est l'un des formats qu'on a imaginé et conçu et qu'on développe aujourd'hui pour proposer des parcours pédagogiques différents et engageants
autour de la tech d'intérêt général. Et donc, finalement, l'open data, c'est une des dimensions de la tech d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on a créé ce programme. En quelques mots, notre ambition avec l'Open Data University, c'est de justement développer un programme national d'enseignement à la réutilisation des données publiques afin d'engager, comme je le disais, la future génération de professionnels du numérique sur des sujets qui sont, on va dire, concernants, donc des sujets de transition, des sujets de solidarité. Vous allez voir, les projets de cette année sont assez intéressants en termes de politique publique, et aussi les entraîner sur des problématiques qui sont liées au service public. C'est là aussi le sens de l'open data aujourd'hui. Et vous le verrez avec l'équipe DataGouv, on a des institutions qui produisent des données et qui peuvent aussi répondre à des défis. Et donc, on voulait vraiment se relier aux institutions pour créer ce programme. Et c'est d'ailleurs le sens de cette année d'expérimentation, puisque grâce au soutien de l'accélérateur d'initiatives citoyennes, on peut développer ce programme cette année et on peut le rendre gratuit à l'ensemble des bénéficiaires. Et c'est aussi pour ça que l'une des composantes de cette expérimentation, ce sont vos retours d'expérience. Ça nous permet, nous, de pouvoir façonner un modèle qui soit à la fois pérenne et utile pour servir notre objectif. Donc, en fait, cette année, grâce à un dispositif public qui est, comme je disais, l'accélérateur d'initiatives citoyennes, on a été accompagné par la direction interministérielle du numérique pour un petit peu concevoir et bien qualifier le besoin des établissements sur des sujets d'innovation pédagogique autour de la donnée. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu l'Open Data University et qui nous a mené à travailler main dans la main avec l'équipe data.gouv.fr pour concevoir le dispositif pédagogique. Donc, c'est finalement le cœur de l'Open Data University. Ce sont les projets d'Open Data qui ont été conçus et Annelise va vous les présenter tout à l'heure. Et concevoir aussi le parcours à la fois pour les enseignants, puisque finalement, le premier bénéficiaire, en tout cas temporel, de l'Open Data University, c'est des enseignants et des enseignantes qui souhaitent ajouter une dimension d'engagement et d'intérêt général dans leurs enseignements, que ce soit sur de la data visualisation, du data journalisme, de la science politique pure et dure, ou des cours plus avancés en école d'ingénieur. Ça, c'est nos premiers acteurs. Nos deuxièmes acteurs, c'est de se dire, les étudiants, on va les engager aussi dans une découverte de ce que c'est l'open data, mais une découverte active, à savoir réaliser des projets de réutilisation selon leur niveau et selon leur intérêt. Et ensuite, peut-être les propulser vers des formes d'engagement, soit dans le monde associatif et pourquoi pas avec Latitude, puisqu'on engage et on anime une communauté de bénévoles sur l'ensemble de nos programmes, mais aussi s'engager professionnellement pour aller chercher des débouchés professionnels qui correspondent peut-être plus à leurs demandes. Et donc là-dessus, on va aussi vous montrer le sens de cette ambition dans les ressources qu'on a créées. Et donc, pour finir sur cette expérimentation, on souhaite vraiment que cette année, ça puisse nourrir des enseignements et des retours d'expérience pour qu'on puisse aussi travailler main dans la main avec finalement le ministère qui concerne le plus ce programme, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois qu'Isabelle Blanc, qui est notre interlocutrice au ministère, est parmi nous et je la salue. L'idée, c'est de pouvoir aussi nourrir le ministère de nos réflexions sur les innovations pédagogiques qu'on peut mettre en place dans les établissements d'enseignement supérieur, à la fois pour enrichir les cursus pédagogiques et en tout cas répondre un peu à la demande d'engagement des étudiants et des étudiantes qui est assez croissante au fil des années et au fil des défis que nous rencontrons aujourd'hui dans la société. Là, je vais vous donner un aperçu très rapide, mais ça vous donne un peu une idée de notre temporalité au sein du programme. Donc, comme je disais, au cours de l'année 2022, on a vraiment conçu le programme main dans la main avec l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Et depuis l'automne, on est vraiment en opérationnel sur le programme. On a conçu et publié les projets Open Data. On est très mobilisé pour intéresser les établissements, les enseignants et les enseignantes à l'offre que propose l'Open Data University et on construit des ressources pédagogiques pour qu'une fois que les projets Open Data sont intégrés dans les enseignements, on puisse accompagner au mieux les élèves avec plusieurs composantes que Annelise présentera, à la fois des ressources pédagogiques dans le dur, mais aussi des ressources bénévoles qui sont les mentors.
Et ce parcours-là, en fait, voilà, on va le mener et l'expérimenter tout au long de l'année, donc à la fois pour ce semestre-là et pour le deuxième semestre. Et petit à petit, on va voir sortir des résultats des projets et donc pouvoir les publier et les valoriser au fil de l'eau afin de servir aussi la cause de l'open data. Pour ensuite avoir un temps plus communautaire d'ici la fin du printemps, le début de l'été, pour à la fois pouvoir partager les réalisations qui seront sorties du programme et évaluer aussi le programme afin de configurer au mieux la saison 2. Et je lis un petit commentaire d'un de nos participants sur les enseignants en lycée. Et du coup, très heureuse de pouvoir échanger plus spécifiquement sur ce point-là tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a un programme à Latitude qui s'intéresse au collège et lycée, donc on pourra en parler. Après les dates clés, plutôt les acteurs. Donc là, je vous ai déjà un peu montré ça tout à l'heure, donc je vais passer assez vite. Mais voilà un peu les rôles qu'on identifie pour l'Open Data University. Donc, vous le voyez au jour le jour pour celles et ceux qui sont déjà intégrés dans le programme. Latitude s'occupe plutôt de l'ingénierie et des opérations. Et bien sûr, le lien avec la communauté de Latitude qui fédère énormément d'organisations et de bénévoles. Et ensuite, on a 3 acteurs assez clés qui sont les institutions avec lesquelles on travaille, notamment pour concevoir le programme, mais aussi pour aller chercher des projets open data. Et l'une des idées qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec plus de ministères et plus d'institutions des idées de projets open data pour les années qui viennent, et de pouvoir finalement enrichir et entretenir une banque de projets pour aussi démultiplier l'impact et avoir plus de thématiques. Les acteurs clés également, ce sont les enseignants et les enseignantes qui intègrent des projets open data dans leurs modules. Et bien sûr, les mentors qui ont des formats d'accompagnement un peu à la carte, mais aussi qu'Annie se présentera. Mais on n'oublie pas que notre première cible en termes d'impact, ce sont les étudiants et les étudiantes. Annie, je te passe la main pour que tu montres un peu le parcours, qu'on puisse projeter finalement ce que veut dire faire partie de l'ODU, quel que soit votre profil d'acteur. Exactement. L'idée, c'est aussi là de revenir un peu sur les différentes étapes et la manière dont on progresse avec vous sur l'Open Data University, pour vous refaire un peu l'histoire qui se calque aussi sur les dates clés, mais de façon plus concrète, ce que ça représente aussi sur le parcours. La première étape pour nous, ça a été vraiment d'identifier des projets d'open data, notamment en lien très étroit avec DataGouv qui est avec nous sur ces webinaires. L'idée, c'était vraiment de cibler des thématiques à impact en lien avec des problématiques du service public. Donc, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir les projets, et je vais y revenir un peu après, mais on a essayé vraiment de prendre des thématiques assez différentes, que ça concerne du coup l'utilisation du vélo en ville et aussi des problématiques énergétiques, donc quand même des thématiques qui peuvent toucher un maximum d'étudiants aussi par rapport aux sujets qui les intéressent. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification de projets, donc il y en a 5 au total, l'idée c'était vraiment d'essayer de les intégrer au mieux dans les différents enseignements. Donc il y a aussi plusieurs enseignants et enseignantes qui sont là ce soir, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, d'autres pas encore. Et là, sur cette étape-là, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'outiller les personnes qui déjà au quotidien vont essayer d'intégrer les sujets d'open data dans leur cursus, pour essayer de leur donner encore plus de ressources et de leur faciliter la vie. Et donc vraiment après pouvoir eux aussi les aider à multiplier leur impact à travers le travail qu'ils font déjà auprès de leurs élèves. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première étape avec les enseignants, on essaie de suivre au mieux la réalisation des projets par les élèves durant tout le cursus. Donc, ça va vraiment du choix des projets à toute la réalisation. Et pour ça, on essaie de les accompagner au mieux, avec à la fois des mentors qui vont aider les étudiants, soit ponctuellement en essayant de lever des freins qu'ils peuvent avoir sur des projets, soit vraiment en ayant un accompagnement beaucoup plus important et vraiment avec un mentor qui va suivre de A à Z des étudiants tout au long de leur parcours et faire en sorte que leur évolution sur le projet soit le plus fluide possible. Et pour essayer de les rendre aussi assez autonomes dans cette démarche-là, on a également créé un espace élève. Ça fait notamment partie des ressources que vous avez reçues hier, aussi avec les ressources du coup que vous avez reçues hier sur l'espace pédagogique.
Et donc ça, on va avoir l'occasion d'y revenir plus en détail pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. Et donc là-dessus, c'était vraiment pour objectif d'aider les étudiants à la fois dans le cadre de leur projet et à la fois les aider aussi à se projeter sur la suite et que l'Open Data University ne se résume pas à juste quelques mois de projets sur lesquels ils vont travailler. Et bien sûr, la dernière étape qui est aussi hyper importante, qui est la valorisation des résultats. Là-dessus, on travaille aussi main dans la main avec DataGouv en mettant en place un système de réutilisation des projets sur leur site pour justement valoriser tout le travail qui a été fait par les étudiants pendant parfois plusieurs mois de travail sur ces projets-là. Et on veut aussi organiser un démo day sous forme de concours pour permettre aux étudiants qui se sont illustrés durant le parcours de pouvoir aussi présenter leur travail et pouvoir en discuter aussi avec des experts dans ce domaine-là là-dessus. Donc du coup, comme je disais, il y a 5 projets Open Data pour cette première saison de l'Open Data University. Donc il y a des thématiques qui sont assez différentes. Donc il y a à la fois un sujet sur l'accidentologie à vélo et notamment le lien avec les infrastructures cyclables, comment l'un peut influencer l'autre. L'énergie en France dans un contexte de crise en Ukraine qui a forcément un impact aussi sur ces thématiques-là en France. Un sujet autour des véhicules électriques, et notamment le lien avec l'installation de bornes de recharge dans les villes. Un sujet autour du plan de France Relance qui a été mis en place après le Covid en 2020. Et également un sujet autour de la carte scolaire et comment ça peut influencer les affectations des élèves dans les différents établissements. Pour les différents projets, ils sont tous construits un peu de la même façon. Vous pouvez déjà tous les retrouver sur le site de DataGouv pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de les découvrir. Et pour chacun des projets, on a vraiment essayé au début de remettre une partie de contexte pour aider les étudiants à comprendre aussi dans quel cadre s'ancre le projet. Ensuite, on a commencé à flécher des problématiques. Et après, les étudiants ont en fait différentes réalisations possibles qui leur sont fléchées avec différents livrables. Et là-dessus, en fait, ça leur donne quand même pas mal de liberté sur la manière dont ils ont envie de se positionner, selon leurs appétences, selon les sujets sur lesquels ils ont envie de progresser aussi, pour du coup se positionner sur les livrables qui leur conviennent. Et après, ils ont bien sûr, évidemment, à disposition les jeux de données qui vont commencer leur permettre de se lancer sur les projets le plus sereinement possible et du coup, essayer de fournir les livrables les plus pertinents. On est très fiers sur ces projets et pour cette première saison d'avoir déjà un certain nombre d'établissements qui se sont lancés avec nous. Donc, c'est des établissements dans lesquels il y a déjà des étudiants qui sont en train de travailler aujourd'hui sur les projets ou qui ont fini de travailler d'ailleurs sur les projets de l'Open Data University. On continue bien évidemment à échanger avec ceux d'entre vous qui nous rejoignent au fil de l'eau pour intégrer au fil de l'année le programme dans l'établissement. Donc, les inscriptions ne sont pas du tout fermées. Vous pouvez évidemment continuer à nous contacter. Mathilde partagera le formulaire à cet effet à la fin. Là-dessus, ça nous paraissait aussi hyper important d'essayer de vous clarifier le mieux possible qu'est-ce que ça signifie en fait de rejoindre le programme Open Data University et surtout en termes de ressources que nous, on vous met à disposition. Quelles sont-elles finalement et qu'on puisse vous les présenter ensemble. Il y a tout d'abord des rendez-vous comme celui-ci qui sont les webinaires qui ont vraiment pour objectif de rassembler la communauté. Comme le disait Mathilde au début, c'est la première édition. On a un vrai enjeu aussi de construire un programme qui correspond le plus à vos envies et à vos besoins. Et donc, du coup, pour ça, on veut aussi profiter de ces webinaires-là pour avoir vos inputs sur certains sujets et pouvoir vraiment co-construire le programme au fil de l'eau avec vous. Ensuite, il y a les ressources pédagogiques dont j'ai déjà un petit peu parlé avant, notamment l'espace élève qu'on a construit, que je vais vous présenter juste ensuite. Et bien sûr, les ressources aussi hyper précieuses qui sont un peu la clé de voûte de ce programme, c'est également les mentors. Donc, plusieurs d'entre vous ce soir font déjà partie des mentors de ce programme-là. Et donc, du coup, là-dessus, pareil, on va revenir en détail sur les différents formats de mentorat que vous pouvez rejoindre. Alors, le fameux espace pédagogique élève que j'ai déjà évoqué plusieurs fois depuis que j'ai pris la parole, en fait, on l'a pensé en 3 volets.
Le premier volet de cet espace, c'est déjà permettre aux étudiants de progresser sur leur projet. Pour ça, on leur met en place différentes petites fiches en fait qui peuvent les conseiller, à la fois sur la partie gestion de projet, parce qu'il y a quand même aussi un vrai cadre à avoir pour les étudiants et selon leur expérience sur le sujet, ils ont plus ou moins l'habitude de travailler sur des projets de façon autonome. Donc là-dessus, on essaie de leur donner des conseils et à la fois des ressources tech pour les aider à faire leur premier pas sur un projet data, leur donner aussi leur flécher quelques programmes qui peuvent les aider à monter en compétences, ce genre de choses, pour essayer vraiment de les outiller au mieux et les aider à progresser sur ce projet. Ensuite, il y a un deuxième volet sur le fait de s'engager. C'est aussi hyper important que les étudiants comprennent un peu mieux quels sont les enjeux qu'il y a derrière l'open data, qu'ils puissent développer leur culture générale là-dessus, mais aussi plus largement les enjeux autour des outils tech qu'ils utilisent au quotidien et aussi au sein de leur formation. Donc là-dessus, on leur met à disposition plein de ressources. C'est vraiment au cœur de notre ADN chez Latitude. Donc c'est des choses sur lesquelles on a développé une certaine expertise et que là, on remet à disposition des étudiants pour les aider vraiment à se former aussi sur ces sujets. Et enfin, troisième volet, pour se projeter. Comme on disait, l'idée, c'est pas du tout que les étudiants juste participent dans le cadre de l'Open Data University pendant quelques mois, ils vont travailler sur le programme et ensuite referment la porte et oublient complètement ce sujet-là. Et du coup, là-dessus, on essaie de leur flécher un maximum de programmes et de plateformes vers lesquels ils peuvent s'orienter au-delà du projet, s'ils ont envie de continuer à s'impliquer sur ces sujets, à monter en compétences. Et aussi, pourquoi pas, trouver un stage, trouver des missions en lien avec ces thématiques. Donc là-dessus, juste pour vous présenter rapidement, je fais un petit switch de partage d'écran. Hop, pour vous présenter plus rapidement l'espace élève. Donc pour ceux qui ont déjà vu ça dans le mail qui a été envoyé hier soir, a priori, pas de grandes découvertes, mais je vous invite vivement, si vous avez des retours vraiment sur la manière dont il est conçu, des choses qui me paraissent importantes, qui manquent, notamment par exemple dans la partie, comme je vous disais, ressources. Donc là, c'est le premier volet pour monter en compétence sur le projet ODU. Si là-dessus, vous avez des éléments qu'on peut ajouter, c'est avec grand plaisir qu'on vous fera une petite carte à ce sujet pour vraiment l'alimenter au fil de l'eau et faire en sorte que les étudiants soient le plus à l'aise possible. Donc, n'hésitez pas aussi à noter vos questions dans un coin et à la fin, comme disait Mathilde, il y a un temps de contribution qui est vraiment dédié à ça. Et du coup, on se fera un plaisir d'en discuter plus en détail avec vous. Il y a également sur cet espace élève un petit encart pour permettre aux étudiants en fait, de pouvoir consulter un mentor et en fait, poser un peu leurs questions en live et ensuite avoir des retours soit en asynchrone, soit lors d'un rendez-vous avec des personnes qui vont pouvoir les aider à lever leurs freins. Donc là, voilà, je vous laisserai explorer ça de votre côté. Mais voilà, juste pour que vous voyez le deuxième volet qui est plus sur la partie engagement. Donc là, on essaie de faire des petites fiches pour aider les étudiants à comprendre les enjeux qu'il y avait derrière tous ces sujets autour de la tech. Et enfin, dernier volet, qui est le fait de se projeter après l'EDU. Donc là-dessus, on leur flèche plusieurs types de parcours, comme le programme Entrepreneur d'intérêt général, la communauté BetaGo, mais aussi d'autres plateformes sur lesquelles ils pourront trouver des stages ou leur premier emploi pour ceux qui sont concernés par le sujet. Hop, je reprends ma petite présentation. Hop. Je remets juste en mode plein écran. Et là, l'idée, c'est aussi de passer sur les mentors. Comme je disais, vous allez aussi être la clé de voûte de ce programme, parce que vous allez aussi pouvoir apporter votre expertise aux étudiants et vraiment les accompagner au fil de l'eau sur ces projets-là. Pour ça, il y a différents formats que ça peut prendre selon vos appétences, vos envies et vos disponibilités aussi. Pour ceux qui ont déjà participé à la formation de mentorat, a priori, ça va vous rappeler des souvenirs. Pour les autres qui potentiellement vous découvrez ces formats, si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez un petit formulaire d'inscription juste en bas là, sur lequel vous pourrez en fait cliquer et ensuite vous rejoindre et on refera des formations au fil de l'eau pour ceux qui intègrent le programme un peu au cours de l'année. Donc, premier format, c'est le fait de cadrage de projet. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants qui arrivent avec des besoins spécifiques en termes de durée de projet, en termes de compétences de leurs étudiants et de thématiques spécifiques.
Et donc, du coup, pour ça, on aimerait aussi vraiment adapter au mieux l'offre des projets et le cadre des projets proposés à ces enseignants pour être sûr que ça colle aussi aux besoins de leurs étudiants. Et du coup, on vous propose en fait d'aider ces enseignants à cadrer les projets en faisant un échange pendant 1 heure avec l'enseignant qui vous explique un peu ses contraintes, que vous puissiez retravailler le projet aussi et ensuite pouvoir du coup reproposer un cadre qui correspond davantage aux besoins de cet enseignant-là. Et donc du coup pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de rejoindre le Slack de la communauté, notamment le chat Expertise Data. Et là-dessus, on publiera régulièrement les demandes des enseignants à ce sujet. Deuxième volet, aider ponctuellement une équipe. Ça, c'est vraiment pour lever des freins ponctuels, comme son nom l'indique, pour des équipes. Il peut arriver qu'il y ait des élèves qui en fait aient juste des points de blocage à certains moments sur le projet. Et dans ces cas-là, en fait, c'est ce que je montrais sur l'espace pédagogique. Ils font une petite demande sur le formulaire qu'on a mis sur l'espace élève. Et ensuite, cette demande-là est transmise directement sur le Slack. Et donc, en fait, vous pouvez y répondre soit en asynchrone, si c'est plutôt quelque chose qui peut se faire facilement par écrit, soit on vous propose de caler un échange d'1 heure. Donc, vraiment sous le même format que le programme 1 heure pour changer le monde que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et donc, voilà, vous pourrez échanger avec les étudiants pour les aider à lever leurs freins. Et enfin, dernier format, accompagnement sur un semestre. Donc ça, c'est le format le plus engageant. C'est vraiment pour ceux d'entre vous qui ont envie de suivre l'évolution d'une équipe étudiante du début à la fin du projet. Donc généralement, vous rejoignez l'équipe vraiment sur ses premiers pas sur le projet. Et au fil de l'eau, vous les aidez vraiment dans leur progression avec un échange soit hebdomadaire, soit toutes les 2 semaines. Donc quand même assez rapproché pour vraiment leur donner un cadre, une structure et les aider à avancer de la façon la plus fluide possible. Et c'est notamment grâce à toutes les ressources que je viens de vous présenter jusqu'à présent qu'on est assez fiers de vous présenter les premières réutilisations qu'on a eues sur ces projets DataGouv, enfin sur ces projets cadrés avec DataGouv et sur ces projets Open Data. C'était dans le cadre d'une semaine sur le data journalist qui a été réalisé à Sciences Po X, où en fait, pendant une semaine, les étudiants ont eu l'occasion de travailler par petits groupes sur chacun des 5 projets. Donc chaque groupe sur un seul projet. Et en fait, ils avaient pour objectif de créer à la fin un article de journalisme appuyé sur les données des projets. Donc on a par exemple pour le projet autour de la thématique énergétique, un groupe qui a fait un article sur un univers haute tension pour les industries alimentaires, où ils ont créé des schémas en lien avec les données des projets. Et par exemple, un autre groupe autour de l'accidentologie à vélo, qui a fait un focus notamment sur la ville de Paris. Et pareil, du coup, en créant leur schéma, en s'appuyant vraiment sur les données à disposition sur les projets pour essayer de rendre ça le plus lisible possible. Donc, au fil de l'eau, bien sûr, on vous partagera les réutilisations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et l'objectif, ce sera aussi de pouvoir vous inspirer sur ce qui est possible de faire avec les étudiants sur les différents fronts. Et pour ça, je repasse la main rapidement à Mathilde pour introduire la masterclass DataGouv. Tout à fait, merci beaucoup Anne-Lise. Je me permets, avant de lancer Tana et Antonin, de répondre à des questions plus pratiques qui sont posées dans le chat. Aurélie, oui, la session est enregistrée. Donc, on partagera absolument l'ensemble du contenu ainsi que les slides. Donc, il y aura une possibilité de revoir tout ça. Pas de problème. Et Mac 002 sur les langages, ça dépend un peu des cours qui sont proposés, mais a priori, c'est assez libre. Mais bon, je pense que nous, ce qu'on préconise, c'est des langages assez universels. Donc voilà. Mais après, là, par exemple, le projet où il y a déjà des réutilisations, c'est des projets de data journalisme où ils ont utilisé des outils de visualisation de données. Donc, il n'y a pas de code trop poussé en tant que tel sur le sujet. Je me tais et je passe la parole à Antonin et Tana qui sont à côté de moi. Je laisse le micro. Oui. Ouais, super. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on est sur le micro de Mathilde. OK. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'attaquer sur ce sujet, très content de tout ce qui a déjà été fait. Donc, merci à toute l'équipe Latitude et aussi à toutes les autres parties prenantes et professeurs, étudiants, étudiantes qui se lancent là-dedans.
un mot de présentation. Moi, je suis product owner de la plateforme data.gouv.fr. Donc, en gros, mon travail, c'est de piloter la stratégie, les développements de la plateforme qu'on va vous présenter plus en détail après. Et je suis avec Tana. Du coup, moi, je travaille pour datagroup.fr sur toute la partie valorisation des données ouvertes et de leurs usages. Très rapidement, pour vous donner un peu de contexte, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde Etalab. Etalab, c'est un département en charge de la politique de la donnée de l'État, notamment de la donnée ouverte. C'est un département qui est né en 2011, donc sur les sujets de l'open data et dont les missions se sont au fil du temps un peu élargies, notamment à la circulation de données entre administrations et à d'autres sujets comme l'open source, les logiciels libres dans l'administration et plus largement la façon dont l'action publique s'empare du numérique et se transforme à l'aide du numérique, notamment via des programmes comme l'AIC, dont on a parlé ici, ou Entrepreneurs d'intérêt général, qui a été cité aussi. C'est un département qui est au sein de la direction interministérielle du numérique, donc qui est une direction sous l'autorité du Premier ministre et du ministère de la Transformation publique. Et très concrètement, sur le sujet de l'open data, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes, à la fois sur data.gouv.fr, mais aussi sur la stratégie et l'ouverture de données en France. Rapidement, ce qu'on va vous présenter, on a mis qu'est-ce que l'open data, mais c'est plutôt des exemples inspirants d'usage d'open data. Puis l'objet, c'est aussi de vous présenter plus en détail la plateforme, donc data.gouv.fr, qui sera un peu, je pense, votre socle de travail sur l'ODU, et vous présenter tout un petit panorama d'autres outils à votre disposition sur DataGouv et sur des satellites autour. Je te passe la parole, Tana. Yes, du coup, je reprends sur le sujet de l'open data. Je pense que tout le monde est familier de ce concept qui est quand même assez étendu et dont la définition n'est pas vraiment figée, mais il y a quand même plusieurs aspects sur lesquels tout le monde s'accorde. Tout d'abord, ce sont des données en accès libre et gratuit. Elles peuvent être produites par l'administration, mais aussi par des entreprises privées, des associations, des citoyens. Et en conséquence, elles traitent vraiment de tout type de thématiques. On peut avoir des données sur les élections, sur l'énergie, sur la santé, sur l'emploi, vraiment, on peut trouver de l'open data sur un peu tout. Et depuis 2016, donc depuis la loi pour une république numérique, toutes les structures qui exercent une mission de service public sont maintenant dans l'obligation de publier les données qu'elles produisent et qu'elles reçoivent dans le cadre justement de ces missions en open data. Mais bien sûr, il y a quand même des exceptions lorsqu'il y a des enjeux de données personnelles ou de secret légal. Mais comme disait Antonin, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de savoir ce que permet l'open data et d'avoir des exemples des usages qui ont été développés à partir des données ouvertes. Donc, l'open data, ça a vraiment un impact. Ça a un impact qui a été largement analysé et documenté. Et nous, je vais vous le représenter aujourd'hui un peu schématiquement en trois grandes familles. Donc, tout d'abord, la diffusion de toutes ces données en open data permet vraiment d'accroître la transparence de l'information. Aujourd'hui, n'importe qui peut en savoir plus sur les dépenses publiques, sur les subventions qui sont accordées aux associations, sur les résultats des contrôles sanitaires, soit en parcourant directement les données qui sont disponibles en open data, soit en consultant des exploitations qui ont été faites de ces données par des personnes tierces. Pour donner un exemple très concret et assez marquant de cet aspect transparence de l'information, je pense qu'il y a un exemple intéressant, c'est celui des données de l'épidémie de Covid-19 qui ont été notamment publiées sur data.gouv.fr par beaucoup d'acteurs comme Santé publique France ou encore le ministère des Solidarités et de la Santé. Et ces données ont fait l'objet d'un tableau de bord qui est disponible sur le site du gouvernement, qui permet vraiment de suivre l'épidémie et de mieux comprendre les décisions qui ont été prises par le gouvernement sur ce sujet.
La deuxième grande famille d'impact que nous, on identifie, c'est que les données ouvertes permettent vraiment de favoriser l'efficacité de l'action publique, notamment en créant une infrastructure commune pour les administrations, en permettant d'éviter des coûts de transaction sur les données et aussi de mettre en place une démarche de pilotage de l'action publique par la donnée. Et pareil, pour donner un exemple de pilotage de l'action publique par la donnée, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais il y a le baromètre de l'action publique 2021 qui a été lancé. Et en gros, il permet à tous les citoyens de suivre les résultats des réformes prioritaires du gouvernement. Donc, en fait, dans ce baromètre, on voit les objectifs qui ont été fixés et les mesures d'avancée grâce aux données qui sont remontées localement. Et enfin, les données ouvertes, ça permet aussi de créer plein de nouveaux services et justement au service de tous. Et là, vraiment, il y a une pléthore d'exemples que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, on a les données de transport qui sont largement réutilisées pour nourrir les applications de mobilité et les calculateurs d'itinéraires. Et quand on parle de données de transport, on pense notamment aux données sur les offres, enfin, sur les transports en commun, sur les aménagements cyclables ou encore sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Un autre exemple, ce sont les données démographiques de l'INSEE qui sont là, enfin qui ont là été utilisées pour concevoir une application qui permet de décrire l'environnement social autour de soi. Et donc là, typiquement, on peut savoir quelles sont les caractéristiques des ménages, des logements, le niveau de vie moyen ou encore la démographie dans son voisinage. Là, c'est l'ADEME et l'INRAE, il me semble, qui produisent des données sur les impacts environnementaux des produits alimentaires. Et du coup, ce sont des données qui ont été consolidées dans une base qui s'appelle AgriValise. Et cette base AgriValise, elle a été réutilisée par Open Food Facts pour créer un éco-score. Donc, c'est un score qui est analogue au Nutri-Score et qui, justement, permet de comparer l'impact environnemental des produits alimentaires. Cet exemple-là, je l'aime beaucoup. Et justement, du coup, j'ai échangé avec le réutilisateur qui en est à l'origine. C'est une application qui s'appelle Beegees et qui a été développée par l'Institut scientifique et technique de l'apiculture. Et en gros, ils avaient identifié une problématique au niveau des apiculteurs qui était qu'il manquait vraiment beaucoup de connaissances sur les ressources florales à la disposition de leurs abeilles autour des ruchers. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une application qui superpose plusieurs couches géographiques, donc parcelles agricoles, espaces forestiers, occupation des sols. Et du coup, cette cartographie permet d'avoir une vision assez complète de l'environnement d'un rucher. Et je trouve ça plutôt intéressant. Dans les données ouvertes, on a aussi des données qui ont été publiées par l'INA sur les temps de parole des hommes et des femmes à la télévision et à la radio. Il me semble qu'ils ont analysé des milliers d'heures de diffusion avec une intelligence artificielle et ils ont réussi à produire des données sur ça. Et donc, du coup, ces données ont été analysées et ça a notamment permis de mettre en lumière le fait que les femmes parlent 2 fois moins que les hommes à la télé et à la radio. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'open data et étonnant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'usages qu'on n'attendait pas du tout et qu'on n'imaginait pas, qui émergent et qui sont développés. Et du coup, là, je vais vous présenter quelques exemples assez intéressants. Celui-ci, c'est le ministère de l'Intérieur qui a créé un outil à partir du fichier des personnes décédées pour lutter contre la fraude. En gros, ils avaient remarqué que dans le fichier national des permis de conduire, les permis de conduire n'étaient pas invalidés lorsque les personnes décédaient. Et du coup, certains permis étaient parfois réutilisés par des conducteurs qui étaient bien vivants.
Donc, ils ont mis en place cet outil et cet outil a été ensuite, comment dire, a aussi ensuite donné lieu à un moteur de recherche des personnes décédées qui est beaucoup utilisé pour des études sociologiques et généalogiques. Cet exemple me fait beaucoup rire. Ce sont des personnes qui ont utilisé les données sur les entreprises pour identifier tous les salons de coiffure qui contiennent un jeu de mots dans leur dénomination et qui, du coup, ont fait une cartographie des salons de coiffure qui ont un jeu de mots dans leur nom. Et c'est vraiment très drôle. Et le dernier jeu de données dont je voulais parler et qui a donné lieu à beaucoup de réutilisation, ce sont les données sur les valeurs foncières. Donc, ces données ont notamment été cartographiées par Etalab dans une application qui permet de connaître le prix des biens vendus, ce qui permet notamment de réduire l'asymétrie d'information et à tous d'avoir cette information. Ces données ont donné lieu à beaucoup d'autres services et ont notamment permis l'arrivée de nouveaux entrants dans le marché de l'immobilier. Et ce qui est plus surprenant peut-être, c'est qu'il a aussi été associé à d'autres données pour mener des enquêtes journalistiques. Là, l'exemple qu'on a mis en avant, c'est une enquête qui a été faite sur le diocèse de Paris. Et en gros, les données sur les entreprises et les données sur les valeurs foncières ont été associées pour en gros identifier tous les immeubles qui sont indirectement gérés par le diocèse de Paris et évaluer leur valeur à 700 millions d'euros, alors que ces immeubles-là et cette valeur-là n'apparaissent pas dans leur compte. Du coup, voilà, je pense avoir fait un bon tour d'horizon des usages possibles de l'open data, et il y en a encore plein d'autres à découvrir, notamment sur data.gouv.fr. Et je laisse la parole à Antonin pour la suite et vous présenter la plateforme. Yes, merci. Je vais essayer de partager, comme ça je reprends la main sur la présentation. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Super. Merci Tana. Donc moi, je rentre un peu plus en détail sur la plateforme. Donc data.gouv, c'est la plateforme ouverte et communautaire qui vise à centraliser et structurer les données ouvertes en France. Donc c'est vraiment pensé comme un point d'entrée unique à la donnée ouverte en France. Ça ne veut pas dire que c'est le seul portail open data. Certains ministères, certaines villes peuvent avoir leur portail de données. Mais l'objectif, c'est de, à minima, référencer ces données sur DataGouv pour ne pas avoir à chercher un peu partout les données, mais voilà, avoir un point d'entrée unique qui est DataGouv. C'est une plateforme avant tout de données brutes qui peuvent être téléchargées et utilisées par toutes et tous de manière libre et gratuite. Si j'insiste sur l'aspect données brutes, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une plateforme d'information où on peut trouver des visualisations proposées directement sur la plateforme, à part par des tiers, mais c'est vraiment des données les plus brutes possibles pour faciliter leur réinterprétation, leur usage par d'autres acteurs. Donc, c'est avant tout une plateforme de données. Tana l'a dit, il y a un nombre de sujets, le spectre des données ouvertes est très très large, avec des données sur les élections, des données géographiques, des données sur le logement, sur l'urbanisme, sur la situation sanitaire. Le spectre des données ouvertes, il est aussi large que celui des acteurs publics. Donc forcément, beaucoup de sujets différents. Plus de 43 000 jeux de données sur la plateforme et plus de 230 000 fichiers. Donc c'est un catalogue assez riche. Ça a été évoqué aussi, les données sont produites par un très grand nombre d'acteurs, donc des acteurs d'administration dite centrale, c'est-à-dire des ministères ou des agences comme l'ADEME, l'ARCEP par exemple, mais aussi des collectivités locales, des communes, des régions, des départements qui publient également de la donnée sur data.gouv.fr. Et c'est une plateforme assez particulière vis-à-vis d'autres plateformes publiques, en tout cas opérées par l'action publique, puisqu'elle est complètement ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut publier des données sur DataGouv, y compris si ce n'est pas une administration. Donc, on a des
organismes de presse, par exemple, qui publient de la donnée sur DataGouv. On a des associations, on a des entreprises privées aussi, notamment dans le cadre des données de transport, où il y a parfois des obligations légales, même pour les acteurs privés, de référencer les bornes de recharge de véhicules électriques dont Anna a parlé précédemment. Donc, un très grand nombre de producteurs de données aussi sur la plateforme. C'est une plateforme qui se veut communautaire. D'un côté, on a les données, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle dans notre jargon les réutilisations de données, c'est-à-dire les usages qui sont faits de ces données. Donc, il y a la possibilité sur la plateforme de référencer, de mentionner comment on a utilisé les données publiques. Il y a 3300 un peu plus réutilisations publiées sur la plateforme qui sont classées avec, selon des thématiques. Et c'est aussi une plateforme DataGouv où les producteurs et les réutilisateurs échangent entre eux sur les données ouvertes. On a plus de 11 000 discussions. Donc, pour chaque jeu de données, il y a un espace de commentaires pour permettre les interactions entre producteurs et réutilisateurs de données. Comme je vous le disais en introduction, quelques outils à votre disposition. Donc, on nous en a parlé, il y a ces fameuses pages projets sur la page ODU dédiée sur data.gouv.fr. On a non seulement identifié des défis, mais comme Aline le présentait, sélectionné des premiers jeux de données, des pistes d'exploitation sur ces projets. Je ne vais pas m'étendre puisque ça a été évoqué avant. On a aussi le catalogue de données de DataGouv, mais comme je vous le disais, il est très riche. Une des entrées qui facilite la découverte des données, c'est des inventaires thématiques qui sont faits par notre équipe à la main sur certains sujets en collaboration avec les producteurs importants sur ces sujets. On a fait des inventaires sur les données de la sécurité, par exemple, sur les données relatives à l'énergie, à la santé, à l'emploi. Donc, si vous êtes en recherche de données sur un sujet particulier pour recouper avec les données des projets, par exemple, vous pouvez passer par ces inventaires. Comme je le mentionnais, il y a les réutilisations référencées. Donc, ne pas hésiter à aller voir chaque réutilisation associée à un ou plusieurs jeux de données. Donc, ne pas hésiter à aller voir sur les jeux de données qu'on utilise comment la communauté s'en est déjà emparée, quelles sont les différentes réutilisations qui sont déjà référencées. C'est toujours le sommet de l'iceberg des usages parce qu'il n'y a pas d'obligation à référencer ces réutilisations, mais ça permet de donner un premier aperçu et d'inspirer pour d'autres usages. Un autre outil qu'on a sorti très récemment, donc fin octobre dernier, c'est explore.data.gouv.fr. C'est un outil qui permet d'explorer de la donnée tabulaire, donc de format CSV, plus facilement. L'objectif, c'est de permettre à un réutilisateur d'explorer rapidement un jeu de données avant de le télécharger pour savoir si ce jeu de données va répondre à son besoin dans le cadre de l'exploitation qu'il compte faire. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Ça permet de faire des opérations statistiques, des tris sur un champ. Et je pense que le mieux, c'est de jouer un peu avec et de vous faire une petite démo. Donc là, j'ai pris des questions complètement au hasard pour vraiment montrer la diversité des données publiques. Est-ce que vous voyez mon écran si je rebascule sur DataGouv, par exemple? Là, c'est bon. OK. Donc là, la question, c'est quels sont les départements français où c'est le plus rendu Jacques Chirac en tant que président de la République? Pourquoi pas? Hop, donc je vais aller interroger DataGouv, voyage président. Déplacement des présidents de la République et des premiers ministres depuis 1945. Okay. J'ai bien un fichier au format CSV. Donc, je vais récupérer le lien vers le fichier et non pas vers le jeu de données. Donc, pour l'instant, cette application Explore, c'est une application à part entière, mais l'objectif à très court terme, c'est de l'intégrer directement à DataGouv pour que le parcours soit plus fluide. Donc, je vais mettre le lien de l'export CSV.
Et donc, très rapidement, avant d'avoir téléchargé le jeu de données, je peux me rendre compte à quoi ressemble ce jeu de données. Donc, c'est un jeu de données avec 12 colonnes, 2400 lignes. Je vois qu'il y a la fonction. Par exemple, je vais sélectionner président de la République, puisque je veux les voyages de Jacques Chirac en tant que président de la République. Je vais sélectionner Jacques Chirac. Est-ce que j'ai les lieux? Oui. Alors j'ai les départements ici. J'ai le Bordeaux, Lille, et j'ai le département qui est ici. Et là, ce que je peux faire, c'est avec mes... donc, je vois que Jacques Chirac s'est quand même pas mal déplacé, avec 223 voyages. Et je peux télécharger rapidement les données filtrées qui vont permettre de me faire mon interprétation plus tard. Je vais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Après, si on a un peu de temps, on pourra jouer avec des questions bonus, si on trouve. Donc, imaginons que je suis un journaliste qui souhaite savoir où sont situés les espaces naturels détenus par l'État à l'étranger. Alors, je sais qu'il y a un jeu de données sur l'immobilier de l'État. Inventaire immobilier de l'État, le voici, par le ministère de l'Économie et des Finances. La même opération, je récupère mon CSV, je vais le chercher dans l'Explore. Et maintenant, il me faut savoir si est-ce qu'il y a des espaces naturels dans cet inventaire immobilier de l'État. Est-ce que l'inventaire immobilier de l'État porte aussi sur l'étranger? Je vois que j'ai les régions ici. Donc je navigue un peu dans le jeu de données. On a pays. Là, j'ai les valeurs les plus fréquentes. Je vois qu'il y a 203 000 occurrences en France, mais il y a aussi le Royaume du Maroc, Liban, Turquie, Maroc. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple qui me permet assez rapidement de savoir que là, je vais devoir être vigilant sur le traitement des données, par exemple, parce qu'il y a parfois inscrit Royaume du Maroc et parfois Maroc. Il y a aussi Liban et République du Liban. Donc là, il y aura sûrement un nettoyage des données à faire, comme bien souvent. Et cet explorateur permet de s'en rendre compte assez vite avant de s'investir à télécharger un jeu de données. La date de l'inventaire, je vais sélectionner la date la plus récente. Donc, je vais regarder ici, région étranger. OK, super. Étranger. Alors maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a des espaces naturels, type, fonction, type peut-être, espace naturel. OK. On a 41 lignes, donc 41 espaces naturels. On peut voir qu'il y a des cimetières historiques français, beaucoup de terrains en friche apparemment. Beaucoup de terrains en friche, encore cimetière catholique latin, cimetière français, terrain en friche, cimetière, et une grotte au Mont des Oliviers en Israël. Et encore une fois, là, je peux télécharger les données filtrées et j'ai déjà, plutôt que de télécharger l'énorme fichier de l'inventaire immobilier de l'État, j'ai pu rapidement effectuer un tri sur les données que je voulais analyser. Un autre exemple, je ne sais pas si on a le temps. On a 3-4 minutes. 3-4 minutes, ok. Alors, je vais essayer d'aller vite. Peut-être que je ne vais pas montrer les départements, je vais vous montrer un autre jeu pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Parce que là, j'ai montré des exemples concrets. Alors, l'IPS, c'est un jeu de données qui a été publié il y a très récemment par le ministère de l'Éducation nationale. C'est l'indice de position sociale qui permet d'appréhender le statut social des élèves à partir des professions et catégories professionnelles, socio-professionnelles des parents. Donc, vous avez pour chaque école et collège en France un score, un IPS, donc sur un certain nombre de questions sur la profession des parents, sur les pratiques culturelles, etc. Et c'est... alors là, moi, je ne suis vraiment pas expert de ces données, donc il faut me prendre avec des pincettes. Hein. Et il me semble que c'est notamment utilisé pour cartographier, faire des répartitions de la carte scolaire. Ici, je peux voir que sur l'IPS, je peux rapidement avoir des distributions. Je vois qu'il y a une distribution, voilà,
écoles ne sont pas loin d'être égalitaires, avec une valeur minimale à 49, une valeur maximale à 155, une valeur moyenne à 102, un écart type. Donc, assez rapidement, là, je peux extraire de l'information avant même d'avoir commencé ma véritable exploitation des données. Alors, je me doute qu'après, j'espère qu'après le webinaire, vous irez chercher votre collège ou votre école primaire. Je n'en doute pas. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on analyse les champs pour repérer des valeurs pivots, notamment les codes INSEE, c'est-à-dire le code INSEE de la commune. Il peut arriver que dans un jeu de données, vous n'ayez pas le nom de la commune, par exemple, mais seulement ce code INSEE. Ici, on vous donne l'information que la commune 35085, c'est la commune de Combourg. Ça marche de la même manière avec le département, le code du département et les villes. Un dernier exemple très rapidement, c'est contrôle sanitaire. On a parlé tout à l'heure, par exemple. Donc, je vais prendre les contrôles sanitaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc sur les lieux de restauration. Donc là, vous pouvez voir d'autres petits widgets. Par exemple, on interprète que c'est un numéro SIRET et on peut associer l'entreprise en fonction du numéro SIRET. Donc, par exemple, ce numéro SIRET-là, c'est restaurant de la boulangerie et ça vous emmène sur l'annuaire des entreprises si vous voulez en savoir plus sur un établissement. Ça, c'est un autre produit développé par Etalab. Donc, ça marche sur les SIRET, ça marche aussi sur les adresses. On peut indiquer l'adresse et rediriger vers la base adresse nationale, qui est un jeu de données de référence aussi historiquement piloté par Etalab. Donc, tout un champ de fonctionnalités comme ça qui, je l'espère, oui, je n'ai pas présenté les filtres et les tris, mais bien évidemment, il y a aussi faire des tris, etc. Je reprends rapidement sur la présentation. J'ai sûrement oublié des choses. Donc, je vais vite, pardon. On a aussi des pages sur DataGouv qui répertorient des ressources utiles. Il y a des pages pour les producteurs de données, mais il y a aussi des pages pour les réutilisateurs de données, avec un certain nombre de guides sur comment utiliser les API à composante géographique, par exemple, comment on utilise les données de la base adresse. Il y a aussi d'autres ressources sur api.gouv.fr, qui est la petite sœur de DataGouv qui référence les API du secteur public. Et tout un ensemble d'autres de ressources que vous pourrez trouver sur ces pages-là. Une autre ressource dont on voulait vous parler, c'est la possibilité d'utiliser, si vous êtes une université ou une école, le Data Lab de l'INSEE, l'application Onicia, qui est une plateforme mutualisée de services de data science et de traitement de données statistiques. En fait, c'est un service qui permet de configurer un environnement comme des notebooks Jupyter ou R, par exemple, à la demande, et qui est donc ouvert aux agents de l'État, mais aussi à l'enseignement supérieur et aux étudiants et étudiantes. Ça vous permet, vous, en tant que professeur, par exemple, de customiser un environnement de travail directement sur le Data Lab, ce qui vous permet d'éviter potentiellement les heures de mise en place de comment on installe un environnement de travail sur les ordinateurs des étudiants, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à creuser. N'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec l'équipe du Data Lab qui sera, je pense, ravie de s'associer au projet. Ça, j'en ai parlé. DataGouv, c'est vraiment une plateforme communautaire. Donc là aussi, n'hésitez pas à poser des questions directement aux producteurs sur les données que vous utilisez. On vous invite aussi à aller faire un tour et à poser des questions sur le forum Team Open Data, qui est le forum français un peu de référence généraliste sur l'open data, avec un très grand nombre d'acteurs de la société civile, mais aussi des producteurs de données qui sont assez actifs dessus.
Et ce qu'on vous invite à faire, une fois vos projets réalisés, c'est à votre tour, référencer votre travail de réutilisation et de rejoindre les plus de 3300 réutilisations qu'on présentait tout à l'heure, à la fois pour donner de la visibilité aux travaux, mais aussi obtenir des retours et rentrer encore plus dans ce dialogue avec les producteurs de données qui sont beaucoup plus prompts à répondre aux questions et à échanger quand ils sont toujours hyper preneurs de voir l'usage qui est fait de leurs données. Donc, là aussi, il y a des guides dédiés à la publication des réutilisations sur comment on documente bien une réutilisation, pourquoi c'est important, etc. Donc, ça aussi, c'est des ressources qui sont à votre disposition. Et sur Datago, on peut publier des réutilisations, mais on peut aussi publier des données. Comme je vous disais, il n'y a pas de limite à la publication, en tout cas a priori, et publier ce qu'on appelle des ressources communautaires sur un jeu de données. Si par exemple vous avez retraité un jeu de données, des bornes de recharge, des aménagements cyclables, vous avez ajouté l'adresse ou corrigé tel champ, vous pouvez republier sur le jeu de données une ressource communautaire pour dire, voilà, nous on a retravaillé ce jeu de données, on a fait une jointure avec un autre jeu de données, ce qui permet après à d'autres utilisateurs de s'appuyer sur ce commun. Voilà, j'ai été un peu speed, mais ravi d'échanger, de répondre à vos questions s'il y en a. Et de toute façon, on sera aussi dans l'équipe Datago dans le Slack de l'Open Data University. Donc, on essaiera aussi de répondre aux questions après le webinaire s'il y en a, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tana et Antonin. C'était une vraie masterclass avec des démonstrations live qui fonctionnent. Et c'est toujours hyper précieux de pouvoir identifier des opportunités, de découvrir en fait les données. C'est souvent ce qu'on demande à l'open data, c'est l'enjeu de la découvrabilité et surtout pour des profils d'étudiants ou d'étudiantes qui ne sont pas forcément déjà spécialistes de l'analyse de données. Ça peut être un vrai vecteur d'acculturation. Donc, super d'avoir des outils comme cela. Et donc, je le mentionnais dans le fil de discussion, tout ce qu'on vous a montré, alors peut-être à part les exemples de réutilisation, tout ce qu'on vous a montré, c'est disponible sur l'espace élève, on l'a référencé, on l'a éditorialisé, donc normalement, vous pouvez vous y retrouver et vous pouvez aller flécher peut-être aussi des choses sur lesquelles vous avez besoin d'approfondir. Je crois qu'il y a Jérémy qui nous quitte, mais merci beaucoup pour votre présence et n'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On arrive à la dernière séquence de notre webinaire. On a un tout petit peu plus d'une vingtaine de minutes, vraiment pour ouvrir la salle à des questions, des contributions. Là, l'idée, c'est qu'on vous a présenté un petit peu toute la maison de l'Open Data University. Et si vous voulez insister sur une pièce, sur un meuble ou sur, j'en sais rien, le jardin qu'on n'a pas encore construit, à savoir le futur de l'Open Data University, c'est vraiment très ouvert. Nous, on est vraiment dans une dynamique là cette année de co-construction et on veut que l'ensemble de ce qu'on produit soit utile. Alors, on aura sûrement des surprises. Il y a peut-être des choses qui seront beaucoup plus utilisées que d'autres ou des formats qui seront peut-être moins adaptés à vos problématiques. Et c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de pouvoir vous entendre et de construire ensemble à la fois cette expérimentation et aussi la suite dans la mesure aussi, et c'est vraiment en toute transparence, on essaye de voir un peu comment on peut rendre le modèle pérenne pour les années à venir. Et donc, ça peut nous aider aussi à avoir des pistes pour à la fois financer le programme et les s'aimer aussi à l'ensemble des personnes concernées. Je m'arrête de parler parce que sinon, ça va être trop long. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Et je vais distribuer la parole. Et on vous a mis des petites questions déjà pour vous guider dans les contributions. Ne soyez pas trop timide. Alors peut-être, du coup, moi, je vais poser une question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu parcourir l'espace élève, notamment des enseignants et des enseignantes. Et j'aurais été curieuse de savoir
dans quelle mesure vous l'imaginez dans l'intégration de vos cours? Alors, potentiellement, j'aurais une question. Oui, bonjour Sarah. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation. Alors, en fait, moi, je suis les travaux d'Open Data University parce que au sein d'Open Data France, on travaille beaucoup sur la question de la culturation aussi. Et en fait, je me demandais, par exemple, si nous, on souhaitait par exemple, vous rejoindre sur ce projet-là d'Open Data University, que ce soit dans le cadre de Culture. Donc, c'est un programme que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Mais aussi, en fait, on a d'autres projets, par exemple, un projet qui s'appelle Données et Transition, donc qui explore la possibilité de mettre l'open data au service de la transition écologique. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que ça passe forcément par la brique mentor ou est-ce qu'il y a autre chose? Ou alors, si on fait, par exemple, on passe par la brique mentor, comment ça pourrait être, par exemple, que ce soit sur Culture D ou Données et Transition? Ouais, merci Sarah. Pour préciser, Sarah Melgek nous parle depuis l'association Open Data France qui accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de l'open data. Je peux répondre tout de suite à la question. Je pense qu'il y a plusieurs manières de s'engager avec l'Open Data University pour des associations comme Open Data France, notamment s'il y a un enjeu de réaliser des projets ou d'explorer des projets autour des données au service de la transition. Ça peut être typiquement de façonner un projet avec une collectivité, un projet un peu équivalent aux 5 qu'on a déjà cadré cette année, et de le proposer pour la saison 2. Ça peut être un ou plusieurs projets d'ailleurs. Et donc ça peut être intéressant pour enrichir vos réflexions sur le sujet. Et dans les questions de la brique mentor, là, on peut peut-être en discuter parce que ça dépend un peu des ambitions. Nous l'objectif d'avoir des mentors dans la communauté, c'est vraiment des personnes qui vont être là pour aider les étudiants et les étudiantes à débloquer un petit problème ou même aider à cadrer le projet, aider à identifier un peu les types de réutilisation. Donc là, ce n'est pas forcément des spécialistes de la donnée qui doivent être mentors, c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées à des projets data. Donc ça peut être aussi des personnes membres de la communauté Open Data University qui se manifestent. Et donc là-dessus, on peut déjà vous partager les liens qui vous permettent d'être dans la communauté des mentors. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Merci Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou contributions? Alors, Mohamed, si vous voulez poser votre question à l'oral, c'est possible aussi. Comme ça, on a un peu de contexte sur le lien avec l'Open Data University. Mohamed, je crois que votre micro est coupé. Guillaume, à vous la parole. Ouais, c'est Mohamed ne prend pas la parole. Donc, Guillaume Vignacourt, je suis coordinateur territorial pour Réseau Canopé. Donc, Réseau Canopé, c'est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. On fait du plaidoyer autour de l'éducation aux données dès l'école élémentaire. Vous avez pu voir quelques productions, je les ai positionnées dans le chat là, et on a, je pense, pas mal de démarches un peu en commun. On travaille beaucoup cette question-là, en tout cas on essaie de l'intégrer dans des logiques d'interdisciplinarité assez tôt, et comme je vous l'ai dit, dès l'élémentaire, on arrive à faire des choses vraiment super intéressantes. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si on pourrait peut-être mutualiser des scénarios pédagogiques, parce qu'on a mené quand même pas mal. En fait, dans le cadre de différents dispositifs menés par le ministère, je pense par exemple à des GTNUM, on travaille beaucoup sur la littératie des données chez les enseignants et chez les formateurs.
parce qu'en fait, de leur représentation dépend aussi la manière dont ça va être traité, intégré dans les cours. Et donc, on serait intéressé aussi pour peut-être faire participer à des entretiens des enseignants, pour avoir leur représentation aussi, peut-être leur, euh, leur difficulté à pouvoir le mettre en place, parce que souvent, c'est avant tout un frein par rapport à des compétences techniques, souvent, en tout cas, c'est ce qu'on a pu repérer. Euh, et donc, voilà, il y avait ces sujets qui nous intéressaient. Et puis, bah, sinon, quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est qu'on déploie dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle, donc un dispositif SGPI, qui s'appelle Territoire numérique éducatif. Il y a un des axes qui est poussé par le ministère, qui est agir et apprendre dans un monde de données. Et donc, on propose des parcours de formation pour les enseignants sur 12 départements spécifiquement. Et donc là, pour le coup, le ministère fait un focus sur cette thématique et le pousse. Donc, il y aura, je pense, des échanges de pratiques ou en tout cas de scénarisation pédagogique. C'est hyper intéressant. Le dispositif de territoire éducatif d'innovation, c'est IFRAN, c'est ça ou... Alors, IFRAN, c'est plutôt des projets de recherche. Là, D'accord. on est vraiment sur une nouvelle génération de plans numériques. Donc, on est sur 4 piliers, de l'équipement, bien évidemment, des ressources numériques, de la formation, et on travaille aussi sur la parentalité. Alors, c'est qui va peut-être un peu moins vous intéresser, mais sur les pratiques qui vont dépasser le cadre scolaire et qui permettent peut-être aux parents de mieux comprendre les apprentissages par le numérique à l'école. D'accord. Ok. Je pense que ce qui est intéressant en termes de convergence, en effet, c'est une question qu'on se pose là depuis quelques semaines. C'est comment on enrichit nos ressources d'accompagnement, en fait, finalement, enfin pédagogique, on va dire. Et c'est vrai que pour l'instant, là, nous, on touche une communauté d'enseignants et d'enseignantes qui sont déjà assez sensibilisés à la donnée parce que notre cible d'étudiants et d'étudiantes, c'est plutôt des personnes qui vont avoir des compétences data, on va dire, élargies. Mais ça peut être intéressant, en effet, de voir comment on peut aussi outiller pédagogiquement les enseignants et enseignantes et en fait faire la formation de formateur en tant que telle qui peut aider. Et c'est un peu le sens de cette année aussi, c'est de voir comment on peut démultiplier l'impact sur le sujet. Ouais. Donc, c'est noté, preneur de l'échange. C'était déjà de toute façon, il faut qu'on se donne rendez-vous, mais Tout à fait. preneur de l'échange. Et du coup, ça, c'est plutôt une adresse aux enseignants et enseignantes qui sont là ou qui ne sont pas encore partis. N'hésitez pas aussi dans l'expérience utilisateur de l'Open Data University d'identifier des choses qui vous manqueraient pour aller plus loin pour vous, en fait, parce que ça peut être assez important dans votre parcours. Alors, je crois que Mohamed a le micro coupé, il n'arrive pas à démarrer le son. Donc, je vais essayer de répondre à sa question. Donc, Mohamed, il y a une question sur les données médicales afin de pouvoir analyser l'imagerie médicale. Donc, je pense que c'est un cas d'usage auquel vous pensez pour l'Open Data University. Donc, c'est un super cas d'usage pour des étudiants en intelligence artificielle qui voudraient éventuellement, j'en sais rien, faire du machine learning sur l'imagerie médicale. J'ai du mal à vous répondre en tant que tel parce que déjà, le cas d'usage est très sensible dans la mesure où aujourd'hui, l'imagerie médicale, elle concerne quand même des données de santé et j'ai aucune idée de comment c'est archivé. Et je pense que ça se fait par laboratoire d'analyse médicale. Donc, je fais que des hypothèses. Mais à mon avis, si vous avez, j'ai l'impression que vous avez plutôt un projet qui n'est pas forcément en lien avec des projets pédagogiques là aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contester par le chat de discussion. Mais si vous avez des questions là-dessus, il y a une équipe au ministère de la Santé qui s'appelle le Health Data Hub et qui développe des dispositifs pour aider des organisations à faire des projets de recherche sur des données de santé, avec notamment des autorisations d'exploitation de données très sensibles. Donc là, notre rôle, ce n'est pas forcément d'aller traiter des données ou de les mettre à disposition. L'idée de l'ODU, c'est de créer des cas d'usage pour que ça devienne des projets étudiants qui sont intégrés. Mais si dans le cadre de vos activités, vous avez envie que ça devienne un projet, on peut essayer d'en parler et de voir comment ça se configure pour la saison 2. Je suis désolée, je ne réponds pas exactement à votre question, mais j'espère que ça vous donne déjà des billes par rapport à vos interrogations. D'après vous, c'est pas à ce stade, ce n'est pas vraiment une plateforme
qui se prête bien à l'image. Donc même le type de données, ce n'est pas tellement le type de données qu'on sait bien stocker et rendre exploitable sur DataGroup. On est plus sur de la donnée tabulaire. Et là, pour le machine learning, c'est pas le type de données qu'on sait exposer sur DataGroup. Merci. Est-ce Vous qu'il y pouvez a... regarder du côté de Kaggle et Ouais. du côté de Hugging Face aussi. Je pense que là, il y a énormément de jeux de données pour le machine learning et y compris sur cette plateforme qui peut vous intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres sujets. Anise, est-ce qu'on a bien répondu à toutes les questions sur le mentorat? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, on va conclure même plus qu'à l'heure, à savoir un peu en avance. On est hyper content que vous ayez pu vous rendre disponible aujourd'hui pour qu'on puisse transmettre, comme je disais, un peu le tour de la maison d'Open Data University. Nous, on est toujours sur le pont pour accompagner les enseignants et les enseignantes à intégrer les modules Open Data dans leur cours. Donc, Anise est en pleine effervescence d'intégration. On construit aussi toutes les ressources pédagogiques et donc voilà, il n'est pas trop tard pour faire partie du programme. Donc vous pouvez à la fois devenir mentor et je crois que Olivier, vous êtes porté volontaire pour y aller. Donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire. Ça nous aide aussi à nous organiser pour avoir des sessions de formation des mentors. Si vous faites partie d'un établissement d'enseignement supérieur, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour qu'on puisse prendre contact avec vous et imaginer comment faire de l'ODU un vrai levier pour vous. Et donc, on a fixé la date du prochain webinaire qui sera le 18 janvier 2023. Ça y est, nous affichons déjà des dates en 2023. Et l'idée, c'est de pouvoir plutôt inviter des personnes qui ont intégré l'ODU à leur cours, partager des réutilisations, pourquoi pas inviter des étudiants et commencer un petit peu à faire la mesure d'impact avec les participants de la communauté. Donc, n'hésitez pas à sauver la date. On sera content de vous retrouver. Et surtout, encore une fois, on est en année d'expérimentation. Donc, tous les retours qu'on peut avoir sont hyper utiles pour façonner la suite. Et donc, on est très, très ouvert à vos contributions, y compris sur vraiment une participation au programme sur des sujets qui ne sont pas forcément dans la partie opérationnelle, mais plus sur des partages d'outils, des partages de projets. Enfin, on ouvre un peu les chakras pour l'année prochaine en se disant que voilà, on peut façonner des projets avec plein d'organisations publiques, mais aussi avec des entreprises si on veut, par exemple, traiter une thématique spécifiquement et plutôt faire de la data university que de l'open data university, mais ce sera possible d'en discuter pour imaginer ce qui est le plus pertinent. Et je vous proposais qu'on fasse une petite photo de groupe, si les uns et les autres peuvent mettre leur caméra, comme ça on immortalise le moment. Agnès, est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, comme ça on se voit tous en vraie galerie. Tout le monde n'est pas forcément en capacité de mettre son écran, mais je pense que c'est hyper cool de pouvoir tous vous voir. Génial. Je vais en prendre plusieurs du coup. Hop. Excellent. Un petit sourire. Alice est très forte en sourire sur Zoom. Donc, il faut prendre exemple sur elle. Hop, j'en fais une petite. Ah, il y a des nouveaux. Génial. Excellent. Super. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée du mercredi après-midi, du mercredi soir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Open Data. Merci Merci à toutes et beaucoup. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On coupe l'enregistrement, Elise?